Il y a cette idée de révolution des œillets, d'une révolution pacifique, d'une révolution faite dans la paix. Le 25 avril 1974, il y a eu 5 morts. Alors, c'est pas la révolution la plus meurtrière, loin de là, et heureusement. C'est pas juste le 25 avril 1974. C'est un processus révolutionnaire qui va durer quasiment pendant 2 ans. Salazar va mettre en place une dictature qui va durer jusqu'en 1974, c'est-à-dire qu'il y a une police politique qui va réussir à faire croire qu'elle est présente un peu partout. Le Portugais vont dire nous, on n'a jamais été raciste, on est différent des Belges, des Hollandais. Et le Portugal va avoir dans les années 60 une équipe très métissée. Et ce tropicalisme va se répandre au Portugal, mais aussi à l'étranger. Entre 1957 et 1974, 900 000 Portugais sont venus en France. Cette immigration articule des dimensions économiques, politiques, qui ne sont pas aussi imperméables les unes des autres. Ce n'est pas l'interprétation la plus importante. Et beaucoup de Portugais sont fiers de cette révolution. Les différentes motivations ont été d'offrir à un public français un ouvrage de synthèse sur cette révolution des œillets qui est assez mal connue, tout en étant connue. Je m'explique. Il y a cette idée de révolution des œillets, d'une révolution pacifique, d'une révolution faite dans la paix, et une sorte d'aura romantique autour de la révolution des œillets, mais très peu connaissent un peu plus en détail, d'une part ce que vous dites, que le 25 avril 1974, il y a eu 5 morts. Alors, c'est pas la révolution la plus meurtrière, loin de là, et heureusement, mais il y a eu quelques morts, et que la révolution, c'est pas juste le 25 avril 1974, c'est un processus révolutionnaire qui va durer quasiment pendant 2 ans. C'est pour ça que le livre court jusqu'en 1976. Et effectivement, ce que vous dites, beaucoup de Français, ces dernières années, Lisbonne est devenue une ville ultra touristique, avec le développement d'Airbnb, avec la multiplication des hôtels, ce qui pose de nombreux problèmes à la population portugaise qui ne peut pas accompagner la hausse des loyers ou du prix de l'immobilier. Et ça passe par une sorte d'effacement dans la ville d'une histoire, notamment liée à la Révolution. Et donc, moi, le bouquin, il commence effectivement par la place du Calme, c'est une très jolie place où quasiment tous les touristes passent, parce qu'elle est très belle, elle est très petite. Il y a un ancien couvent qui a été détruit lors du tremblement de terre de 1755. Et à côté, vous avez ce siège de la gendarmerie. Le 25 avril 1974, les insurgés tirent sur la façade. Il y a des impacts de balles qui sont restés quelques années, et ça a été effacé, ravalé. Et non seulement je me suis demandé, mais comment on a pu ravaler ces balles qui montrent que le 25 avril, l'usage de la force était présent et aurait pu en plus mal tourner, provoquer des morts. Et d'autre part, ce qui moi m'a beaucoup étonné, c'est qu'il n'y a eu aucun débat public sur ça. Il y a eu 2 débats publics, notamment autour de statuts liés à la colonisation, sur des places où on a voulu retirer le nom des anciennes colonies, Angola, Mozambique. Là, il y a eu des gros débats, mais sur ravaler une façade et oublier ou occulter ce qui a été en partie le 25 avril, c'est passé crème, si on peut le dire comme ça, et c'est ça qui m'intéressait. Donc le 5 octobre 1910, il y a effectivement un coup d'État civilo-militaire qui met fin à la monarchie. Et le Portugal est d'ailleurs assez pionnier, parce qu'il n'y a pas beaucoup de républiques à l'époque, en 1910. Il y a la France, il y a la Suisse, si on retire la République de Saint-Marin. Et donc le Portugal devient une des premières républiques d'Europe, et très très influencé par la France, va mettre en place une politique de laïcisation de la société, notamment de séparation de l'Église et de l'État, qui va brusquer un pays immensément catholique et conservateur. Donc cette première république, elle va avoir du mal à se stabiliser. Un des chiffres qui est connu au Portugal, qu'il faut prendre peut-être avec des pincettes, mais qui est qu'entre 1910 et 1926, il y a 45 gouvernements différents. Il y a plusieurs coups d'État, il y a une guerre civile, donc c'est des années mouvementées. Et un des éléments qui va rendre encore plus instable cette république, c'est que les républicains qui sont au pouvoir veulent
que le Portugal rentre dans la Première Guerre mondiale. Non seulement en Afrique, pour défendre les colonies face aux attaques allemandes, mais aussi en Europe. Et le Portugal, en 1916, va envoyer 55 000 soldats. Et cette intervention dans les Flandres va provoquer de l'instabilité politique. Le gouvernement républicain va tomber, il va y avoir une dictature. Les comptes financiers vont être très mauvais. Et tout ça va notamment favoriser cette idée de crise qui débouche sur le coup d'État militaire du 28 mai 1926 et, comme vous l'avez raconté rapidement, l'arrivée au pouvoir de Salazar. Salazar était, comme vous l'avez dit, un enseignant de l'université de Coimbra, catholique, conservateur, qui dans les années 1970 appartient à la mouvance catholique qui considère qu'il faut défendre les intérêts de l'Église face à la République laïque, qui est une première fois élu député en 1921, mais il reste très peu de temps député parce que très très vite la Chambre tombe. Et Salazar, dans les années 20, réussit à construire l'aura d'un expert des finances publiques. Celui qui, et ça rejoint des débats contemporains en France, sera capable de faire remettre l'équilibre dans les comptes publics, réduire les déficits. Donc il est une première fois nommé en 1926. Bon, il démissionne au bout de 5 jours, parce qu'il voit qu'il n'y a pas les conditions politiques pour mettre en place ce qu'il veut mettre, ce qu'il défend. Et en 1928, il est de nouveau nommé. Il va très très vite rééquilibrer les comptes publics, va être présenté comme le magicien des finances. Beaucoup parmi les militaires pensent que c'est un bon technicien, un bon expert, qui va accepter ce rôle de très bon ministre des Finances, mais il veut beaucoup plus. Il veut non seulement le pouvoir, mais il veut transformer le pays, mettre fin aux idées du libéralisme, mettre fin à la démocratie et mettre en place une dictature corporative. Quand il arrive au pouvoir en 1928, très vite, Salazar va dire une phrase qui est que la nation discute, me fasse des sollicitations, des revendications, mais une fois que j'aurai décidé, qu'elle obéisse. En fait, très vite, Salazar va vouloir mettre en place une dictature. Un peu à l'image de ce que ces modèles, c'est l'Italie de Mussolini depuis 1922, mais c'est aussi l'Espagne de Primo de Rivera depuis 1923. Une dictature corporatiste qui met fin aux idées de la Révolution française, d'individus, de liberté, de marché libre. Et très très vite, il va vouloir réguler l'économie. On est aussi à partir de 1929 dans le cadre de la crise financière mondiale. Et tout cela passe aussi par l'emprisonnement des opposants, leur déportation en Afrique, leur emprisonnement au Portugal même, et un parti unique, interdiction d'exprimer des idées, la censure, pas le droit de manifestation, etc. Donc il va renfermer la population. Au Portugal, ils vont même essayer d'empêcher, surtout après la Seconde Guerre mondiale, l'émigration, pour pas que les gens aillent à l'étranger et reviennent avec des idées différentes. Et donc Salazar va mettre en place une dictature qui va durer jusqu'en 1974, basée notamment sur la peur. C'est-à-dire qu'il y a une police politique qui va réussir à faire croire qu'elle est présente un peu partout, soit directement par le biais de ses agents, soit par le biais de ses informateurs. Tant et si bien qu'on n'a jamais vraiment su combien d'informateurs existaient au Portugal, mais la population portugaise va vivre soumise à la peur et ça va démobiliser une partie de la population. Celle qui se mobilise, comme je vous l'ai dit, elle est arrêtée, emprisonnée, réprimée. Et la dictature de Salazar va aussi continuer la politique coloniale qui avait été menée depuis le 19e siècle, voire même avant, si on remonte au 15e siècle. Et cela va être encore plus fort et encore plus intense à partir de 1961, quand commencent les guerres de libération en Angola, puis en Guinée, puis au Mozambique. Et au début, Salazar va bénéficier d'une certaine adhésion de la population pour laquelle le Portugal est inconcevable sans ses colonies africaines. Et il faut bien voir qu'en France, dans les années 50, beaucoup de Français considéraient que l'Algérie c'était la France, comme le disait François Mitterrand, et que Salazar a aussi joué sur un fort nationalisme colonial qui était présent au Portugal depuis des décennies. Le Portugal, donc depuis le XVe siècle, connaît ce mouvement d'expansion que les Portugais ont appelé les grandes découvertes. Je rajouterai des guillemets. Et le Portugal perd sa principale colonie, le Brésil, en 1822,
et va se recentrer sur l'Afrique, alors qu'en Afrique, le Portugal, ça va surtout de l'Afrique pour participer à la traite négrière. Le Portugal, bien que les Portugais aient tendance à l'oublier, a été un des principaux artisans de ce crime qui a été la traite négrière, et ne contrôlait que quelques ports sur le littoral. Après 1822, les Portugais disent qu'il faut créer des nouveaux Brésil en Afrique, et c'est surtout à la fin du XIXe siècle, après le traité de Berlin de 1885, la Convention de Berlin de 1885, que le Portugal va essayer de contrôler l'intérieur de ces territoires que voudront dire l'Angola, le Mozambique, la Guinée, et que va essayer de coloniser, c'est-à-dire envoyer des colons vers ces territoires. Et donc, le régime qui va notamment impulser cette propagande coloniale après la monarchie, ça va être la Première République. Les républicains portugais, tels Ferry en France, vont se révéler de grands colonialistes en prenant la diffusion de la civilisation, cette idée d'une hiérarchie des races. Et Salazar, quand il arrive au pouvoir, va continuer cette politique de présence en Afrique, d'idée que le Portugal ne peut pas vivre sans ses colonies, que c'est le rôle que lui a donné la Providence. Et Salazar, qui n'a jamais mis les pieds en Afrique, jamais, va se révéler être un ardent opposant à toute idée de décolonisation. Le Portugal, surtout dans la partie des années 50, va récupérer les idées d'un sociologue brésilien qui s'appelle Gilberto Frère, qui a étudié le nord du Brésil, autour de Recife, le Pernambouc, et qui va essayer de faire une comparaison implicite avec les États-Unis, en essayant d'expliquer pourquoi aux États-Unis il y a eu cette ségrégation, et pourquoi au Brésil, selon lui, il n'y aurait pas eu de racisme. Et pourquoi, selon lui, les Portugais ne seraient pas racistes. Pourquoi, selon lui, les Portugais auraient construit des sociétés lusotropicales basées sur la rencontre, le non-racisme, etc. On peut bien évidemment douter de ces idées et de penser que les Portugais au Brésil ont créé une démocratie raciale. Mais ces idées vont être prises au Portugal dans les années 50. Les Portugais vont dire, nous, on n'a jamais été racistes, on est différents des Belges, des Hollandais, des Anglais. On s'est mélangé. Il n'y a pas en Afrique, dans nos colonies, des Blancs et des Noirs, il y a des sociétés métissées. Le métissage va devenir le maître mot. Et ils vont faire feu de tout bois. Ils vont notamment réussir à toucher une grande partie de la population, notamment masculine, en se saisissant de la culture populaire. Le Portugal et Salazar, qui n'aimait pas du tout le football, va avoir une grande chance, et dans les années 60, apparaît une génération de footballeurs dont certains sont nés dans les colonies, en Angola ou Mozambique, le plus connu d'entre eux étant Eusébio, qui commence sa carrière au Portugal en 61, et qui vont devenir des très très bons joueurs au niveau portugais, mais aussi international. Et le Portugal va avoir dans les années 60 une équipe très métissée, avec des joueurs nés au Portugal, des joueurs nés en Afrique de métissage ou des joueurs noirs. Et ce lusotropicalisme va s'accaparer ces équipes de football, Benfica, la sélection portugaise, et ce lusotropicalisme va se répandre au Portugal, mais aussi à l'étranger. On peut lire des articles de France Football qui sont des éloges du lusotropicalisme portugais, qui vous expliquent pourquoi le Portugal c'est différent. Avec ce vieux fond colonialiste et ces appropriations lusotropicalistes, Salazar, en 61, quand commencent les combats en Afrique, en Angola, va dire « il n'est en aucun cas question de décoloniser. Nous allons rester en Afrique encore au moins 5 siècles. Un jour, peut-être, nous quitterons l'Afrique telle que comme nous avons quitté le Brésil en 1922, bon, contre un français, mais il refuse. Et ce refus a différentes conséquences. D'une part, tous les jeunes hommes portugais vont devoir aller se battre, mais aussi tous les jeunes hommes nés dans les colonies, africains notamment. Et quasiment 1 million de Portugais, un peu moins, vont aller combattre en Afrique. Et le service militaire va durer à partir de 68 jusqu'à 4 ans. 2 ans de formation, 2 ans dans les colonies. Et le Portugal va dépenser une grande partie de ses ressources, alors qu'on parle du pays le plus pauvre d'Europe occidentale, un peu plus de 40% du budget va être consacré aux guerres coloniales. Et des guerres coloniales sans aucune sortie visible, parce que les élites politiques disent « nous allons rester en Afrique, le Portugal est uni du Minho à Timor, au large de l'Australie, et nous allons rester en Afrique ». Et comme vous l'avez énoncé, une partie des militaires en 61 considère qu'il faut défendre l'Afrique. Comme la France en 54 a défendu
l'Algérie. Mais au fil des années, au fil des difficultés sur certains terrains, notamment en Guinée-Bissau, la Guinée-Bissau avec le PAIGC dirigé par Amilcar Cabral réussit à avoir de l'armement venant de Cuba, de Chine, du RSS, de Tchécoslovaquie, arrive à avoir un soutien financier ou euh, financier de la Suède, de la Finlande, etc. Donc en Guinée, la guerre devient très difficile pour les Portugais. Une éventuelle déroute militaire semble possible. Et le cas de Goa est en arrière-fond. C'est-à-dire que, comme vous l'avez dit, à Goa, le Portugal a donc ses territoires, l'État portugais de l'Inde, depuis le début du XVIe siècle. Salazar a refusé toute négociation avec l'Inde en disant que les Portugais étaient en Inde avant même que l'Inde n'existe, que l'Inde n'était qu'une création très contemporaine anglaise, et qu'il n'était aucun cas question de rétrocéder quoi que ce soit à l'Inde, parce que l'Inde n'existait pas. Et Nehru, pendant longtemps, espère négocier, et Salazar se montre inflexible. Et en décembre 61, les troupes indiennes envahissent Goa, et Salazar avait donné pour ordre au gouverneur de Goa, qui était de résister jusqu'au dernier homme. C'est-à-dire qu'il fallait soit battre les Indiens, mais qui étaient beaucoup plus nombreux, soit résister jusqu'au dernier homme, c'est-à-dire jusqu'à la mort du dernier homme. Heureusement, ce gouverneur a désobéi, a assez vite accepté la reddition de ses troupes, et cela a eu des conséquences. Il a été fait prisonnier par les Indiens, puis renvoyé au Portugal, et quand il arrive au Portugal, il est jugé par une cour militaire et considéré comme un traître à la nation. Et donc pour une partie des militaires, ensuite, ça va être quelque chose de lancinant, c'est-à-dire que les hommes politiques nous obligent à mener des guerres, ne nous donnent pas des moyens pour éventuellement gagner ces guerres, et beaucoup se rendent compte, on est à l'époque du Vietnam, si les États-Unis n'arrivent pas à gagner au Vietnam, qui est la plus grande puissance militaire au monde, comment le Portugal, pays le plus pauvre d'Europe occidentale, peut-il gagner une guerre sur 3 fronts? Et donc certains se disent, la classe politique est soit aveugle, soit veut faire de nous les boucs émissaires d'une éventuelle défaite. Et donc ça va être un peu un des ferments de la contestation au sein de l'armée. Entre 1957 et 1974, 900 000 Portugais sont venus en France. 900 000 Portugais sur environ une population de 9 millions d'habitants. Si on fait des chiffres assez basiques, c'est plus ou moins 10% de la population portugaise, métropolitaine, je ne compte pas les colonies, qui viennent en France et pour plus de la moitié irrégulièrement, qui quittent le Portugal sans avoir un passeport délivré par les autorités portugaises. Et je parle de plébiscite par les pieds parce que, évidemment, beaucoup estiment que cette immigration est une immigration dite économique. C'est-à-dire que le Portugal connaissait, donc était le pays le plus pauvre d'Europe occidentale. Il y avait des salaires extrêmement faibles, donc la différence des salaires avec la France était très élevée. Il n'y avait quasiment aucune politique sociale, et vraiment pas pour la paysannerie portugaise. Et donc les Portugais pouvaient espérer en France avoir de meilleurs salaires, euh, accumuler des économies, et pour certains, pas pour tous, mais pour certains, renvoyer une partie de leurs économies au Portugal pour acheter des terres, pour acheter un tracteur, pour acheter une maison, pour acheter un taxi, pour acheter un commerce. Souvent partir pour mieux revenir. Ça a été la stratégie de quelques-uns, mais au final, beaucoup sont restés en France pour différentes raisons. Et donc très souvent, même la dictature l'a présenté comme ça au bout d'un moment, pour essayer d'expliquer cette émigration massive, elle dit non, mais c'est pas pour des raisons politiques, ce sont pour des raisons économiques. En disant, notamment, Caetano l'explique, il y a eu l'immigration italienne vers la France, espagnole vers la France, turque, algérienne, etc. Donc c'est purement économique de la périphérie de l'Europe vers le centre. Le problème de cette explication, c'est que ça rend très perméable les motivations économiques et politiques. Dans des entretiens ou dans des témoignages, beaucoup de Portugais disaient qu'ils étaient contraints de partir parce que le système économique était à l'avantage des plus riches, des propriétaires de terres, des industriels. Et certains avaient assez conscience que la politique économique menée par la dictature depuis plus de 30 ans était très inégale, renforçait les inégalités, et donc le politique et l'économique ne sont pas aussi distingués. Et vous avez ajouté une autre raison, qui sont les guerres coloniales. Comme je l'ai dit tout à l'heure,
à partir de 61, les jeunes Portugais doivent aller se battre dans les colonies. Un service militaire qui dure jusqu'à 4 ans à partir de 68. Et beaucoup de jeunes Portugais refusent de faire leur service militaire parce qu'ils considèrent que l'Angola, le Mozambique, c'est pas le Portugal. N'ont pas envie de mourir pour ça. Certains qui vivent à la campagne, pour eux, l'État c'est loin, les colonies c'est loin, ils ont d'autres stratégies. Et d'autres, tout simplement, se disent 4 ans de ma vie, non, il n'en est pas question. Et donc décident de partir principalement vers la France. En 71, il y a 20% des jeunes Portugais qui ne se présentent pas au service militaire. C'est pas un problème majeur encore pour le Portugal, parce que le Portugal recrute des soldats, notamment parmi les populations africaines. Donc ils arrivent à équilibrer cela. Le grand problème pour l'armée portugaise va être notamment le départ des sous-officiers ou des officiers. Ça va être un problème pour encadrer ces soldats. Et donc, on voit dans les années 60-70, donc une sorte de plébiscite par les pièces, c'est-à-dire que les gens, sachant qu'ils ne peuvent pas résister au Portugal même, qu'ils ne peuvent pas voter, qu'ils ne peuvent pas manifester pour obtenir des meilleures conditions de vie, pour obtenir des droits sociaux, beaucoup partent. C'est l'exit est une sorte de voice, pour reprendre un modèle d'un économiste, Albert Hirschman. Et donc, cette immigration articule des dimensions économiques, politiques, qui ne sont pas aussi imperméables les unes des autres, et aussi cette dimension anticoloniale, avec des milliers de jeunes Portugais qui, notamment en France, refusent le service militaire et prennent parfois part à des comités de déserteurs et d'insoumis de réfractaires qui luttent en France pour dénoncer la colonisation portugaise. L'armée portugaise avait été le principal socle de la dictature depuis l'origine, depuis 1926. La dictature de Salazar n'est pas du tout un militaire, mais il tient son pouvoir des militaires. Et ensuite, ce sont les militaires qui vont soutenir la dictature. Mais cette armée n'est pas complètement homogène. Elle va être épurée, évidemment, au long des années 30 de ces éléments républicains. Il va y avoir néanmoins plusieurs tentatives de coups d'État militaires, mais qui vont la plupart avorter avant même de se retrouver dans la rue. Et les guerres coloniales, au tout début des guerres coloniales, il y a une tentative de coup d'État militaire. La plupart des ministres militaires du gouvernement vont tenter un putsch interne, une sorte de révolution de palais, que Salazar va réussir à déjouer. Tout le monde pensait que Salazar était déjà trop âgé, qu'il n'avait plus l'énergie pour faire face à la situation. Les États-Unis auraient un peu soutenu ces ministres militaires pour qu'ils négocient, avec l'idée qu'il faut mieux négocier maintenant une décolonisation qu'on contrôle plutôt que de rentrer dans des guerres coloniales, que notamment le mouvement communiste prenne plus d'influence parmi ces mouvements de libération et qu'on ne puisse plus rien contrôler. Et donc, donc Salazar réussit à avoir le soutien des militaires, mais néanmoins, au cours des années 60-70, l'armée va connaître certaines mutations. Une grande partie de l'armée va être totalement en soutien des guerres coloniales et de Salazar. Néanmoins, au cours des années 60, le nombre de jeunes qui rentrent au sein de l'académie militaire pour devenir militaire professionnel va décroître. Parce que la carrière qui attend un jeune officier, ça va être la guerre coloniale, avec des commissions de service de 2 ans en Angola, en Guinée, au Mozambique. Et donc il y a de moins en moins de jeunes qui veulent devenir des militaires professionnels. Et ces derniers, comme cette carrière est de moins en moins appétissante, si je peux dire ainsi, viennent surtout du monde rural, des petites classes moyennes rurales. Et donc il y a un changement au début. Les officiers venaient souvent, c'était eux-mêmes des enfants du monde militaire. Il va y avoir une sorte de changement dans la composition sociale des officiers de carrière. L'autre grand problème, c'est que comme il y a moins d'officiers qui sortent de l'académie militaire, comme on a des besoins grandissants parce qu'il faut quadriller les colonies africaines, l'armée portugaise prend des sous-officiers, des officiers de réserve, c'est-à-dire des étudiants qui, après une formation, ne deviennent pas capitaines, mais deviennent sous-officiers, et leur objectif est d'encadrer ces soldats dans les différentes missions de contrôle qui sont opérées en Afrique. Sauf que, il y a de moins en moins d'officiers de carrière, beaucoup de jeunes étudiants quittent le Portugal pour aller en France notamment, pour continuer leurs études, pour ne pas faire leur service militaire. Et l'armée portugaise va se retrouver avec un problème de recrutement de jeunes officiers qui sont indispensables pour encadrer les soldats.
Et c'est pour ça qu'en 1973, il y a un des décrets-lois qui ont pour objectif de favoriser le maintien au sein de l'armée d'étudiants qui sont devenus sous-officiers et pour éviter qu'ils ne reviennent à leur carrière privée dans le monde civil, qu'ils restent dans l'armée. Donc ces décrets-lois vont provoquer une révolte des carrières, des militaires de carrière, et donc ça va être le début du mouvement des forces armées. Mais ce qu'on voit à partir de 1973, c'est qu'une partie des militaires de carrière en ont assez de la guerre, voient très bien les limites de cette guerre, et cela va se manifester au grand public par la publication de ce livre, donc de Spinola, qui s'appelle Le Portugal et le futur. Et c'est pas tant ce que dit Spinola qui pose problème, c'est qui il est. Spinola est un militaire plutôt conservateur qui a été observateur pendant la guerre d'Espagne du côté franquiste, qui a été observateur sur le front de l'Est pendant la Seconde Guerre mondiale du côté nazi, bien évidemment, et qui a fait une carrière au sein de l'armée portugaise. Il se porte volontaire en 61 pour combattre en Afrique, et en 68, il est nommé par Salazar comme gouverneur de la Guinée-Bissau. Et il va construire l'image, notamment il porte un monocle qui ne sert à rien, si ce n'est pour la pose. Et il va se construire une image d'un officier qui n'a peur de rien, d'un général qui n'a peur de rien, qui est proche de ses hommes, qui prend des dangers, qui va en hélicoptère tous les jours au fin fond de la Guinée, là où la situation est la plus dangereuse, et essayer de créer une sorte de mythe autour de sa bravoure, de son courage, de sa proximité avec les hommes, et va récupérer les enseignements de la guerre américaine au Vietnam, donc la guerre contre-subversive, en disant cette guerre ne se gagne pas militairement seulement, elle se gagne en gagnant les cœurs et les âmes, les esprits et les âmes des populations civiles, donc va mettre en place une politique sociale, de proximité avec les populations africaines. Néanmoins, en 1973, le Portugal connaît des déboires en Guinée. L'armée portugaise doit quitter certaines zones parce qu'ils sont pilonnés par le PAIGC. Le PAIGC a obtenu notamment des missiles sol-air qui empêchent les avions portugais de contrôler les airs de la Guinée. En 1972, Spinola avait proposé à Caetano, le Premier ministre, de négocier via Senghor avec le PAIGC un plan d'indépendance à l'échelle de 10 ans, donc c'était relativement raisonnable. Caetano a dit on ne négocie pas avec les terroristes, et vous, les militaires, vous êtes faits pour faire la guerre, et cette guerre, vous la gagnez ou vous la perdez, mais on ne négocie pas. Et donc Spinola, en 1973, démissionne de la Guinée, quitte la Guinée, il faut lui trouver un poste, il devient vice-chef d'état-major de l'armée, et c'est à ce titre de cette position qu'il écrit et qu'il publie ce bouquin, où il dit que la solution à la guerre n'est pas militaire, elle est également politique, et qu'il faut créer une fédération lusiade, donner plus d'autonomie aux différentes colonies, mais qu'elle reste attachée au Portugal. Ce qui n'est pas complètement fou, dans le sens où Caetano lui-même, alors qu'il n'était pas Premier ministre, 61, avait fait une proposition assez similaire. Elle va à rebours de cette idée tropicaliste de l'unité du Portugal, mais c'est une solution que certains appelleront de néocoloniale qu'il propose. Mais donc cette solution va, comme vous l'avez dit, Caetano, en fait, autorise le bouquin parce que le bouquin a été autorisé par le chef d'état-major de l'armée, Francisco da Costa Gomes, et par le ministre de la Défense nationale. Donc Caetano laisse le bouquin sortir, et tout de suite le bouquin se vend à des dizaines de milliers d'exemplaires, et va être vu comme la manifestation extrêmement visible de ce mécontentement qui existe au sein de l'armée. Parmi les jeunes capitaines, qui ont, à partir de septembre 1973, créé un mouvement qui est le mouvement des capitaines, qui au début est pour des raisons corporatives, mais qui très très vite, ces jeunes capitaines vont dire cette guerre coloniale, on ne peut pas la gagner, elle pourrait durer extrêmement longtemps, on peut même perdre en Guinée, il faut donc mettre fin à la guerre, et comme la dictature ne veut pas mettre fin à la guerre, il faut mettre fin à la dictature. Effectivement, Spinola devient le président de la République le 15 mai 1974. Et il peut devenir le président de la République le 15 mai 1974 parce que le 25 mai 1974, il y a eu un coup d'État qui fait tomber en quelques heures une dictature qui durait depuis 48 ans. Le 25 mai 1974, après ce signal qui passe à la radio Renascença à minuit 20, où passe cette chanson, Golano de la Villa Morena, de Zeca Afonso, qui est une chanson qui avait un peu passé
les mailles de la censure parce que elle n'avait pas compris la dimension politique de ces chansons, et une dimension politique qui va être redoublée par son rôle le 25 avril 1974. Des militaires du MFA, du mouvement des forces armées, qui depuis plusieurs mois contestent d'abord les décrets qu'on a évoqués tout à l'heure, puis disent qu'il faut mettre fin à la guerre, puis disent qu'il faut mettre fin à la dictature, qui donc organise à partir de fin mars 1974 un coup d'État. C'est un jeune major, Otello Sarava de Carvalho, ou en français Otello Sarava de Carvalho, qui va organiser ce coup d'État en quelques semaines, en un peu moins d'un mois. Et le 25 mai 1974, la dictature tombe. Un des problèmes le 25 mai 1974, c'est que ceux qui organisent le coup d'État, c'est des capitaines et des majors. Des gens qui ont 30, 35, à peine 40 ans. Quand le président du Conseil, Marcelo Caetano, est réfugié au siège de la gendarmerie, dans l'après-midi, il accepte sa reddition, mais il dit « Je ne vais pas laisser le pouvoir à la rue. Présentez-moi un général pour que je puisse lui transmettre le pouvoir. » Celui qui est présent, le militaire qui est présent sur la place du Calme et qui essaie de négocier avec Caetano, s'appelle Salgueiro Maia. Il a 29 ans. Et il est inconcevable pour Caetano de transmettre le pouvoir à un jeune capitaine, quasiment le plus bas de la hiérarchie militaire, de lui transmettre le pouvoir. Donc il faut trouver un général. Le MFA, le mouvement des forces armées, avait déjà réfléchi à ça auparavant, et s'était donné pour chef 2 hommes principalement. Le premier, élu relativement largement, était Francisco Costa Gomes, qui était le chef d'État des forces armées, qui était au courant de ce qui se tramait, mais ne participe pas à l'organisation du coup d'État, mais était au courant et ne l'empêche pas. Et qui, le 25 avril 1974, très prudent, et à une époque où il n'y avait pas de téléphone portable, où il n'y avait pas de beeper, où il n'y avait pas d'autres moyens de communiquer, va passer sa journée à l'hôpital où son épouse passe des examens, donc personne ne va le trouver quand il s'agit de trouver un général. Et le deuxième chef du MFA, lui qui était également au courant de l'organisation d'un coup d'État, qui n'a rien fait pour l'empêcher, mais qui a un peu participé en reprenant le programme, en reprenant le manifeste, chose que Costa Gomes n'a pas du tout fait, c'est Spinola. Et Spinola, qui va être mis au courant du 25 avril 1974, va rester chez lui, grosso modo attendre qu'on l'appelle, et donc on l'appelle, et c'est lui qui va récupérer le pouvoir en fin d'après-midi du 25 avril. Et c'est à ce titre-là que dans la soirée, il devient le chef de la junte de salut national, constituée d'officiers qui remplacent le gouvernement de façon temporaire, et donc le 15 mai 1974 va devenir le président de la République. Mais dès le 25 avril, et je dirais même avant, il y a des mésententes entre le mouvement des forces armées et Spinola. Spinola n'appartient pas au mouvement des forces armées. Il y a des désaccords, et notamment parce que d'une part c'est un général, le mouvement des forces armées c'est des capitaines, des majors, il y a quelques colonels mais très peu, quasiment pas. Donc ils ne sont pas du tout dans la même hiérarchie. Et le mouvement des forces armées a quelque chose de très clair, une idée très claire, c'est qu'il faut mettre fin à la colonisation. Il faut décoloniser. Spinola, lui, il veut pas mettre fin à la colonisation. Il veut trouver un nouveau procédé, une fédération, mais il veut continuer ce lien colonial. Et cette tension, on la voit d'une part quand il y a des échanges autour du programme. Spinola, il rature des mots. Il retire notamment toutes les références au fascisme. Et le soir même du 25 avril, après la reddition de Caetano, les jeunes officiers du MFA disent « Voilà, on a notre programme, on va le diffuser à la presse ». Spinola dit « Non, on ne va pas diffuser le programme à la presse ». Il dit « Moi, j'ai publié un livre, les gens savent plus ou moins ce qu'il y a dans mon livre. Mon livre est grosso modo le programme ». Les jeunes officiers du MFA vont pas se laisser faire, vont dire « Non, non, on s'était mis d'accord sur un programme, vous l'avez lu, vous l'avez amendé, et donc on le diffuse ». Et dans la nuit du 25 au 26 avril, donc la nuit du 25 au 26 avril, les jeunes du MFA et Spinola et Costa Gomes vont discuter le bout de gras du programme, et notamment, on peut le voir dans les archives de la prison de la République portugaise, Spinola va obtenir des modifications, et une modification extrêmement importante. Dans le programme initial du MFA, il est clairement évoqué la décolonisation, c'est raturé. On parle de rétablir la paix,
Mais la rétablir la paix, ça ne veut pas dire décoloniser. Et donc, dès le 25 avril au soir, et je dirais même avant, il y a des désaccords entre la MFA et Spinola qui exploseront un peu plus tard. Un des éléments importants, et qui n'a pas du tout été prévu par les militaires ont, et notamment Othello, a organisé un coup d'État quasiment d'école, et qui réussit avec très peu de morts à prendre le pouvoir, et à destituer Marcelo Caetano. Et quand les militaires prennent les radios, à partir de 4h30 du matin, ils passent des communiqués, et dans tous les communiqués, il est indiqué que la population civile est invitée à rester chez elle, à ne pas sortir dans la rue, pour éviter, en cas d'affrontement, qu'il y ait des morts ou des blessés. Et une des choses qui va changer un peu le cours de cette journée, mais le cours des semaines qui suivent, ou des mois qui suivent, c'est que dès la matinée, et surtout dans l'après-midi, la population de Lisbonne sort massivement dans la rue, prend fait et cause pour les insurgés, personne ne sort dans la rue pour protéger la dictature, et aide de différentes façons les militaires insurgés en leur donnant à manger, en leur donnant à boire, en leur ouvrant leur maison pour qu'ils puissent s'installer dans des positions stratégiques. Et dès le 25 avril, ces images qu'on connaît tous du 25 avril, on voit un océan de population dans les rues de Lisbonne et une grande fête à la fin de la journée, mais une grande fête qui est évidemment gâchée par le fait que beaucoup de personnes, notamment des jeunes, vont devant le siège de la police politique et se font tirer dessus, ce qui provoque 4 morts et des dizaines de blessés. Mais donc, ce que n'avaient pas du tout prévu les officiers qui ont organisé le coup d'État, c'est que la population prenne part et transforme ce coup d'État, qui aurait pu être un peu un coup d'État palestinien, en révolution. Et dans les heures qui suivent, vous avez à Lisbonne des habitants des bidonvilles qui commencent à occuper des maisons vides. Et comme vous l'avez dit, il y a le 2 mai un mouvement de grève partout dans le pays, mais juste avant le 1er mai, qui n'était pas du tout férié au Portugal, où l'opposition essaie d'organiser des manifestations, mais qui étaient réprimées. Le 1er mai est déclaré jour férié, et des centaines de milliers de Portugais manifestent dans la rue, soutenant le MFA, soutenant Spinola, soutenant la démocratie retrouvée. Et donc, très rapidement, une chose qui échappe à tous les acteurs politiques et militaires, le MFA, Spinola, même le Parti communiste, c'est cette révolution où une population qui était démunie de droits, droit au logement, droit de grève, droit de manifestation, etc., mais aussi une population qui n'était pas restée immobile les années précédentes. Je veux dire par là, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est une population qui savait, grâce aux cousins, grâce aux frères, grâce aux neveux qui étaient partis en France, qu'en France notamment, il y avait des droits, les allocations familiales, le droit de grève, qu'on avait des meilleurs salaires. Et donc la population portugaise, celle qui était restée, était bien plus au courant de ce dont elle était destituée. Bien plus au courant que 15 ans auparavant. Et donc, il y a un énorme mouvement de revendication pour avoir de meilleurs salaires, pour avoir des vacances, des congés payés, mais aussi un énorme processus de remise en cause du capitalisme. Et beaucoup, très rapidement, demandent le départ des patrons. Patrons qui, selon eux, ont, grâce à la dictature, imposé une surveillance, une répression, et ont pu gagner de l'argent parce qu'eux ne pouvaient pas revendiquer et vivre librement. Avant le 25 avril 1974, il n'y avait qu'un seul parti, le parti unique, qui s'appelait l'Action nationale populaire depuis 1969, et l'opposition ne pouvait pas s'exprimer légalement, si ce n'est pendant les périodes électorales, mais pas sous la forme de parti. Et d'ailleurs, ils étaient souvent réprimés, pourchassés. Juste après le 25 avril, il y a une chose qui était inconcevable quelques heures auparavant. D'une part, la libération des prisonniers politiques, et d'autre part, le retour d'exil des principaux opposants à la dictature. Mario Suarez, dirigeant du Parti socialiste, qui rentre en train, et surtout parce que c'est le plus inconcevable, Álvaro Cunhal, secrétaire général du Parti communiste, qui rentre de Paris également en avion. Et à partir du 27 74, commence une transition démocratique qui va prendre un certain nombre de mois, qui se base notamment sur la création de partis. Des dizaines de partis sont créés à partir du début mai, surtout à gauche, mais quelques-uns à droite. Et ça va faire une sorte d'effervescence politique avec de nombreux partis, alors soit qui existaient déjà, qui sont désormais légalisés,
c'est le cas du Parti communiste, ou de certains partis d'extrême gauche maoïstes qui vont se former. Spinola, lui, ce qu'il espérait, c'est de pouvoir contrôler cette transition. Et donc très très vite, il va être inquiet de ces mouvements populaires, de ces grèves. Très rapidement, dès mai, il dit déjà, il faut être raisonnable, il faut travailler, c'est une crise économique, etc. Et le premier gouvernement qu'il constitue, il essaye de garder son autonomie en plaçant quelqu'un qui lui est proche. Et le gouvernement est composé en grande partie de civils. Les différents partis. Il y a un communiste, il y a plusieurs communistes, il y a des socialistes, il y a des gens du PPD, etc. Mais ce gouvernement va se retrouver dans une position qui est d'être dépassé par les mouvements sociaux. Et d'être aussi prisonnier du conflit qu'il y a entre, d'un côté, Spinola, président de la République, et le MFA, qui n'a pas disparu avec le 25 avril, notamment conflit autour de la décolonisation. Spinola veut la création de cette fédération, le MFA dit il faut décoloniser. Et donc ce gouvernement provisoire en fait va durer très peu de temps. Et en juillet 1974, il y a déjà un deuxième gouvernement provisoire où là, il y a une place croissante du MFA, et notamment le deuxième Premier ministre, donc Vasco Gonçalves, sera un des membres du MFA, et lui va rester au pouvoir, entre guillemets, Premier ministre de différents gouvernements, jusqu'en septembre 1975. Et donc, dès le début, il y a cette illusion d'une transition assez rapide vers une démocratie, mais en fait, c'est impossible, étant donné les divisions autour de la question coloniale et les mouvements sociaux qui empêchent une stabilisation du paysage politique. Lui, il pense qu'il va pouvoir imposer sa solution néocoloniale, de création d'une fédération lusiade qui, pour lui, il prend exemple sur le cas français de 58. Et il veut notamment qu'il y ait des élections dans les différentes colonies, et il pense que la population blanche et noire, et métisse, et indienne dans le cas du Mozambique, va voter sa solution de fédération. Sauf que, ce qu'il n'a pas du tout anticipé, c'est que bien évidemment, les mouvements de libération ne vont pas arrêter la guerre en 1974. Ils ne vont pas dire, les Portugais ont fait une révolution, on arrête le conflit. Au contraire, ils vont redoubler les attaques, ils vont continuer la guerre, et d'autre part, l'armée portugaise va quasiment s'éroder de l'intérieur. Les soldats qui se trouvent en Guinée, en Angola, en Mozambique, n'ont pas du tout envie de mourir pour la fédération lusiade de Spinola. Et en Guinée, au Mozambique, vous avez des soldats qui refusent de sortir des casernes et qui refusent de combattre. Donc très très vite, la solution voulue par Spinola, qui est basée sur, le référendum, mais donc pour ça, il faut contrôler les territoires et les populations. 2, si on veut organiser des élections, il faut que l'armée soit encore opérante. C'était plus possible. Et l'autre grand problème pour Spinola, c'est que d'une part, le MFA, ceux qui ont organisé le coup d'État, depuis le début, veulent la solution de la décolonisation, et la plupart des partis politiques, tous les partis politiques quasiment, Parti communiste, Parti socialiste, l'extrême gauche, disent il faut la décolonisation. On est en 1974, ça fait déjà 12 ans que l'Algérie est devenue indépendante, on voit bien ce qui se passe au Vietnam, la plupart des partis politiques considèrent que la colonisation est injuste et anachronique. Et donc Spinola va penser qu'il peut imposer sa solution, mais notamment en juillet 1974, il va accepter, notamment pour la Guinée et le Mozambique, que c'est impossible et qu'il faut décoloniser. Donc il accepte notamment l'indépendance de la Guinée. Et pourquoi l'indépendance de la Guinée est la première ? Parce que en septembre 1973, le PAIGC avait déclaré unilatéralement son indépendance de la Guinée, de l'État de Guinée. Et donc beaucoup de pays à travers le monde avaient reconnu l'indépendance de l'État de la Guinée. Et c'était là où la situation militaire était plus compliquée pour le Portugal. Donc la Guinée, dès septembre 1974, le Portugal reconnaît l'indépendance que le PAIGC avait déjà déclarée l'année précédente. Et à partir de l'été 1974, Spinola finit par accepter que Mário Soares et le MFA négocient l'indépendance du Mozambique. Ce sera beaucoup plus complexe et prendra plus de temps. L'indépendance de l'Angola, pourquoi c'est plus complexe ? Parce qu'en Angola, il y a 3 principaux mouvements de libération. Le MPLA, plutôt marxiste, le FNLA, proche du Zaïre de Mobutu,
et l'UNITA, proche de la Chine maoïste, mais aussi financé par les États-Unis. Et ces trois mouvements, il faut d'abord qu'ils s'entendent avant que les Portugais puissent entamer des négociations. Et ça va prendre de longs mois et ça va déboucher d'ailleurs sur une guerre civile. Le 30 septembre 1974, Spinola, qui est président, décide de démissionner. Après avoir tenté d'organiser une grande manifestation de soutien de ce qu'il nomme la majorité silencieuse, mais qui est empêchée par le MFA et certains partis politiques qui craignent que cette manifestation du 28 septembre soit une tentative de coup d'État réactionnaire. Spinola quitte la tête de l'État en disant qu'il y a un coup d'État, il y a une prise de pouvoir de communiste qui se prépare et qu'il ne veut pas pacter avec ça. Donc c'est Costa Gomes qui devient le président de la République, ce qui était le plan originel du MFA, qui avait beaucoup plus confiance en Costa Gomes qu'en Spinola. Et ce qui va se dérouler, c'est que les mobilisations sociales vont continuer, notamment dans les usines, dans les champs du sud du pays, dans les villes. Et en mars 1975, Spinola, pensant que les communistes vont vraiment prendre le pouvoir, Spinola probablement victime de rumeurs qui ont circulé, disant que plusieurs personnalités de droite allaient être exécutées, participe à un coup d'État qui a lieu le 11 mars 1975, qui est un échec total. Et ce coup d'État de Spinola, au lieu de freiner la révolution, va au contraire l'accélérer. C'est-à-dire qu'après le 11 mars 1975, avec cette idée que la réaction veut prendre le pouvoir au Portugal, un peu comme au Chili avec le coup d'État de Pinochet, une partie de l'économie va être nationalisée. Les banques, les assurances et plus tard le grand secteur de l'économie. Et va émerger une nouvelle institution, le Conseil de la Révolution, qui sont les officiers du MFA qui se dotent d'un conseil et qui disent qu'ils doivent défendre la révolution et permettre une transition du Portugal vers le socialisme. Et donc, on va avoir, notamment à l'été 75, une tension assez forte, une quasi-guerre civile, mais qui ne va pas éclater, heureusement, entre d'un côté les franges les plus à gauche du MFA et le Parti communiste et le Parti de l'extrême gauche, qui veulent mettre en place un régime socialiste, qu'il faut définir, et d'autre part, une partie des militaires modérés, du PS, du PPD, qui eux s'appuient sur un autre élément, qui est que le 25 avril 75, il y a eu des élections constituantes. 92% de la population a participé à ces élections, et les deux partis qui arrivent largement en tête, c'est le PS et le PPD, et qui disent donc que les Portugais ont voté massivement pour mettre en place au Portugal une démocratie pluraliste, avec des éléments socialistes évidents, mais mettent en exergue le pluralisme. Et donc, à l'été et à l'automne 75, il y a des tensions extrêmement fortes, mais qui vont déboucher en novembre 75 sur une prise de contrôle des modérés. Donc on n'est pas du tout sur un coup d'État d'extrême droite ou de droite et tout, c'est plutôt les modérés, soutenus par le PS, le PPD, soutenus aussi par les États-Unis ou la France, qui sont très contents de cela, où les militaires les plus à gauche sont écartés, ce qui va permettre ensuite le chemin vers la promulgation d'une constitution de 76 et des élections législatives en 76 qui vont permettre au Parti socialiste d'arriver au pouvoir. Comme tout événement historique, la Révolution des œillets a différentes interprétations et il y a différents points de vue qui s'opposent autour de cette révolution. Bon, le préalable, c'est qu'une grande majorité des Portugais considèrent que le 25 avril est l'événement le plus important du XXe siècle et pour certains de l'histoire du Portugal parce qu'il a permis la fin de la dictature, la démocratie et ensuite a été l'élément indispensable pour que le Portugal puisse rejoindre la CE, devenue désormais l'Union européenne. Néanmoins, une partie de la droite et de l'extrême droite a, depuis les années 80, un discours qui est, d'un côté, dire que la dictature de Salazar n'était pas comparable à d'autres dictatures d'extrême droite de l'entre-deux-guerres, notamment de l'Italie fasciste, de l'Allemagne nazie ou de l'Espagne franquiste, en présentant Salazar comme une sorte d'expert, de moine, reprenant la propre propagande, qui s'est sacrifié pour le Portugal, qui a permis que le Portugal ne participe pas à la Seconde Guerre mondiale, qui a préservé le Portugal des affres de la guerre, et qui n'était pas aussi sanguinaire que d'autres régimes. Donc
un discours très banalisateur de la figure de Salazar et de ce que c'est que la répression en contexte dictatorial, et d'un autre côté, a présenté le 25 avril et surtout les mois qui ont suivi comme une catastrophe de différents ordres. D'une part, le 25 avril a ouvert la voie vers la décolonisation, et une des conséquences de cette décolonisation a été le retour ou l'arrivée d'environ 500 000 Portugais, de colons portugais qui sont venus au Portugal, ce qui a provoqué un problème. D'un coup, un pays de 9 millions d'habitants doit gérer l'arrivée de 500 000 personnes. C'est bien plus que la proportion de pieds noirs qui quittent l'Algérie et qui arrivent en métropole française en 1962. Et pour beaucoup, à droite, à l'extrême droite, il y a cette idée qu'on n'était pas vraiment obligé de décoloniser, que, avec ces idées tropicalistes, la colonisation portugaise avait été différente. L'autre élément, c'est, comme je vous l'ai dit très rapidement, il y a eu une très profonde révolution sociale et économique après le 25 avril, avec une partie de l'économie qui est nationalisée, notamment les banques, avec des terres qui sont occupées dans le sud du pays, avec un ensemble de droits qui ont été concédés aux travailleurs et des droits très protecteurs. Et donc, pour une partie de la droite et de l'extrême droite, ça a été une catastrophe parce qu'on considère que le droit de propriété a été bafoué, que des entrepreneurs portugais qui avaient bâti des grandes fortunes ont été contraints de s'exiler, notamment au Brésil, et que donc le Portugal aurait pris, selon eux, un retard économique, et que sans cette révolution, probablement le Portugal serait beaucoup aurait connu une croissance plus grande. Et donc il y a cette banalisation et cette diabolisation de la révolution qui se sont exprimées depuis les années 80, qui existent toujours au Portugal, mais ce n'est pas l'interprétation la plus importante. Et beaucoup de Portugais sont fiers de cette révolution et considèrent notamment, en comparaison avec l'Espagne et la transition démocratique espagnole, que cette transition au Portugal a permis une démocratie, a évité ce qui s'est passé en Espagne, que on ne regarde pas en face le passé à la dictature. Au Portugal, depuis 1994, on peut accéder aux archives Salazar ou la police politique librement, chose qui n'est pas possible en Espagne avec les archives de la police politique ou les archives Franco.